Bienvenue ce soir dans les laboratoires de chimie du Muséum national d'histoire naturelle. Ravi de vous accueillir ici dans ce qui est le berceau de la chimie, on pourrait dire. Je me présente, je suis Paul et ce soir je suis votre guide. Et ensemble nous allons traverser un peu plus de 300 ans d'histoire d'enseignement de la chimie ici au Muséum. Il faut que je vous prévienne, c'est un peu particulier ce soir. L'atmosphère est un peu étrange. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'on pensait disparus, qui mystérieusement refont surface, comme sortis d'un vieux tableau ou d'une photo d'époque, vous voyez. Dans cet établissement, donc, il y a eu des découvertes majeures, il y a eu de nombreuses recherches, des expériences parfois dangereuses, parfois mortelles, qui ont permis des avancées notables dans le domaine de la chimie. Et d'ailleurs, certains des résultats de ces expériences figurent encore dans les vitrines que vous aurez l'occasion de voir incessamment sous peu. Derrière ces murs, donc, grâce à l'intelligence d'hommes de science... Et de femmes. Pardon? Et de femmes. De femmes, ben oui, bien sûr. Oui, de femmes. Après, honnêtement, très peu de femmes ont été sur le devant de la scène scientifique. On se souvient tous de Marie Curie, évidemment. C'est une grande avancée dans le domaine de la radioactivité. Après, en dehors de Marie Curie, je ne sais pas si vous avez un nom à suggérer, mais... D'accord. Ah ben moi je ne connaissais pas du tout, mais vous m'apprenez, je vais potasser ça. Excusez-moi, pardon, ça me perturbe. Qu'est-ce que vous tenez dans la main? Mon travail. Votre travail... Ah, parce que vous venez pour suivre un cours, peut-être? Non, pas du tout. Je viens présenter mes recherches. D'ailleurs, savez-vous, je peux trouver le laboratoire du professeur Becquerel. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Regardez, vous voyez là, le bureau qui est là? Je vous propose de toquer ici, dans ce laboratoire, et je suis sûr que vous aurez toutes les réponses à vos questions. Quant à nous, je pense que là, on peut commencer à tirer un des fils rouges de notre histoire. Venez. Que dites-vous? Rien. Bonjour. Bonjour, et excusez-moi de vous déranger. Je cherche le laboratoire du professeur Becquerel. Savez-vous où je peux le trouver? Oui. Et? Pardon. C'est ici, au 2e étage. Ah, très bien, merci. Attendez, ne partez pas. Quel est votre nom? Je m'appelle Maria Sklodowska. Enchanté. Pierre Curie. Sur quoi travaillez-vous? Ma thèse porte sur une contre-étude de l'hyperphosphorescence. Oh, on s'attaque au grand Becquerel. Ah oui, c'est un modèle pour moi. Ces travaux sur la phosphorescence sont passionnants. Et d'ailleurs, je pense avoir trouvé quelque chose d'unique. Moi aussi, Marie. Moi aussi. Puis-je vous accompagner? Vous m'en direz plus. Bien sûr, si cela peut vous faire plaisir, mais ne me ralentissez pas. Je crois que l'histoire commence à retrouver son chemin. Pierre, Marie... Je vous en prie, venez par ici. Coucou. Alors, puisqu'on est entre nous, qui n'a jamais dit ou entendu dire la chimie c'est toxique? La chimie ça pollue. On a déjà entendu ça. La chimie c'est dangereux. La chimie ça fait peur. Et quoi de plus normal, moi le premier, on a tous à l'image, à l'esprit, comme ça, l'image du savant fou avec la chevelure ébouriffée, la blouse à peu près blanche qui réalise d'étranges expériences. Honnêtement, qui ici ce soir rêverait d'être chimiste? Vous? Vous aimeriez être chimiste? Vous? Pas moi en tout cas. Mais quelle est cette vision dépassée, jeune homme? Vous vous rendez compte des horreurs que vous venez de proférer? Qui vous a donné votre accréditation, jeune homme? Alors, voici Chevreul. Professeur Chevreul, s'il vous plaît, jeune homme. Oui, pardon. Alors, je vous présente Michel Eugène Chevreul, professeur ici, au Muséum national d'histoire naturelle, depuis 1803. J'aime à dire que je suis le doyen des étudiants de France. Oui, c'est vrai, professeur, vous avez manipulé des produits chimiques pendant 86 ans. Et le travail est essentiel à une vie centenaire. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec votre vision du monde, jeune homme. La chimie, ce n'est pas ça. La chimie, c'est le monde. Prenez ce qui nous entoure. Tout est chimie. L'air que nous respirons, les vêtements que nous portons, la pâtisserie que vous venez d'engloutir.
Savez-vous que bon nombre de mes recherches sur les corps gras ont eu des applications? Comme la fabrication de la bougie, ou le savon avec lequel vous vous êtes tous lavés ce matin, du moins j'espère. Il y aura aussi des débouchés, des découvertes en médecine, dans la fabrication des remèdes, ou encore dans l'agriculture. Oui, enfin c'est comme pour tout dépend de l'usage qu'on en fait. Comment? Mais cessez donc de marmonner dans votre barbe. Pardon. Qui sont tous ces gens? Des nouveaux. Des nouveaux? Des nouveaux. Des nouveaux élèves? Ouais. Oh, mais c'est parfait! Ah, venez avec moi, je vais vous démontrer à quel point la chimie est passionnante. Oh, bon sang de bois! Suivez-moi! Oh, je vous en prie. Venez. Ça va, professeur? Vous avez ce qu'il faut pour ouvrir? Bah, oui, bien sûr, j'habite le bâtiment. Ah, pardon. Voilà. Où sont mes clés? Voilà. Je vous en prie, hein, venez, venez. C'est pas celle-là. Alors, peut-être celle-là. Pas non plus. Celle-là. Bon, permettez, professeur, on va faire comme ça. Oh, pardon. Bah, Diderot! Oui, professeur. Mais où allez-vous? Je pars assister au cours public du professeur Rouel. Quelle chance de pouvoir enfin suivre des cours en français plutôt qu'en latin. Le latin? Mais vous ne parlez pas latin? Bien si. Mais Rouel attendra, venez avec nous. Rousseau n'est pas là, vous prendrez des notes. Et vous ne voulez pas non plus que je rédige le discours sur les sciences et les arts à sa place? Et pourquoi pas? Bah c'est vrai ça. Pourquoi pas? Allez, c'est par ici, Mais oui, messieurs, pourquoi dames. pas? Entrez, je vous en Discours prie. sur les sciences et les arts. Pardon, excusez-moi. De Denis Diderot. Formidable. C'est par ici, messieurs, dames. Préface de Jean-Jacques Rousseau. Le discours des sciences et les arts par Denis Diderot. Allez, s'il vous plaît, la chimie n'attend pas. Il y a ton frère qui Il est chez vous, mon frère. J'arrive. C'est par ici, nous sommes bientôt arrivés. Oh, bon sang de bois. S'il vous plaît, messieurs, dames, par ici, ça suit au fond. Là, nous y voilà. Allez, on se dépêche, messieurs, dames, s'il vous plaît. Nous n'avons pas toute la journée. Allez-y, messieurs, dames, entrez, entrez. Bon, avant toute chose, qui peut me dire depuis combien de temps fait-on de la chimie en ces lieux? Eh bien, je dirais depuis mon temps, le siècle des Lumières. Mais vous n'y êtes pas du tout, mon pauvre Diderot. Non. Cela fait 400 ans que cette science est pratiquée ici même. Ah, mais moi, pour ce que j'en sais, du moins... Combien de fois en avons-nous parlé, Diderot? Prenez plutôt les images dans le tiroir. Oh non, encore les images? Oui, ben, au moins un domaine dans lequel vous excellez. Donc, il y a 400 ans, Guy de la Brosse. Guy de la Brosse, premier médecin de Louis XIII, a persuadé le roi de créer le jardin royal des plantes médicinales, afin de moderniser l'enseignement de la médecine qu'il trouvait quelque peu vieillot à la Sorbonne. Au jardin du roi, on y enseigne, et en français, s'il vous plaît, la botanique, l'anatomie et surtout, la chimie. Qui peut nous raconter la suite de l'histoire? Moi, Vous? Paul. Paul. Paul? Sous Louis XIV, c'est Fagon, le petit-neveu de Delabrosse, qui prend la tête du jardin. Ah oui, au muséum, les sciences sont souvent une histoire de famille. Oui. Ensuite vient le règne de Buffon, alors là on est au siècle des Lumières. Ah, eh bien voilà, bon siècle. Merci. Et puis la Révolution française qui transforme le vieux jardin du roi en moderne muséum national d'histoire naturelle. Merci, Paul, merci, mais revenons-en à la chimie. Acide stéarique, acide oléique, myristique, butyrique, j'en passe et des meilleurs. Qui peut me dire à quoi ces noms correspondent? Bien, il semblerait que ce sont des graisses. Mais pas Non. vous, Diderot. Oh, pardon. Allez-y. Alors, personne?
Depuis 1813, je me consacre à l'étude des graisses animales. Autour de vous, dans chacune de ces vitrines, des échantillons issus de ces découvertes. Grâce à ces découvertes significatives, j'ai pu isoler... Ah, eh bien, le cholestérol. Mais dis donc Pardon, le cholestérol, le bon ou le mauvais? Mais enfin, ce n'est pas la question. Le cholestérol est essentiel à la vie. C'est en 1814 que je cristallise pour la première fois des calculs biliaires dans l'alcool. J'obtiens alors un nouveau composé formant des cristaux brillants que je nomme cholestérine. Cholestérine. Selon l'étymologie grecque, colé, bile et stéréos, solide, ce qui signifie donc partie solide de la bile. Mais il faudra que j'attende l'âge de 102 ans avant que soit enfin publiée sa formule brute, correcte, et dire qu'il faudra encore 65 années de recherche par de nombreux scientifiques renommés pour que soit enfin découverte sa formule développée. Professeur, le cholestérol que vous avez isolé se trouve ici, dans cette vitrine. Regardez. Nous l'avons récemment fait analyser. On a pris soin de l'ouvrir sans le briser. L'échantillon est pur et toujours intact. Oh. Savez-vous que les recherches sur le cholestérol ont été récompensées par plus de 15 prix Nobel? Nobel? Nobel, l'Oscar de la science. Oscar? Poursuivez, professeur. Pour moi, la chimie, c'est ça. C'est un univers qui prend son inspiration dans le monde qui l'entoure, qui cherche des moyens de comprendre la nature, de l'améliorer, voire de la copier pour répondre aux besoins de la société. Ah! Bon nombre de découvertes majeures sont le fruit d'une longue recherche. Cependant, toutefois, il est vrai, je le confesse, nous devons certaines de ces trouvailles à ce bon vieux principe de sérendipité. Qui est À vous, Diderot! Ah, il faut savoir aussi, soit je réponds, soit je ne réponds pas. Oh, mais enfin, Diderot, ne faites pas votre Jacques, parlez donc! Jacques? Non, Denis. Mais enfin, faire son Jacques, Denis! Alors, la sérendipité, c'est le fait de trouver autre chose que ce que l'on cherchait initialement. Comme par exemple Christophe Colomb, qui partit sur les routes de l'Ouest vers les Indes et découvrit l'Amérique. Il y a également l'exemple de la tarte tatin. Merci, Diderot. Merci. Mais Tarte tatin. la sérendipité n'est pas un accident. Comme l'a très justement dit Pasteur, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Or, chers élèves, nous sommes ici dans une démarche scientifique. La vérification expérimentale, c'est la base en chimie. Je dois prouver, je dois faire voir, car c'est quand je vois que je crois. Et malgré tout, nous sommes toujours en recherche et tout n'est que remis en question. La chimie, comme toute science d'ailleurs, a pour but de faire avancer l'humanité, en apportant la lumière là où l'obscurité règne. Ah, professeur, c'est justement ce que vous avez fait. Vous avez littéralement apporté la lumière à vos contemporains. Ah, je vois ce dont vous voulez parler. Il faut se souvenir d'une époque où les gens s'éclairaient à la bougie de suif, car celle à la cire d'abeille était réservée aux plus fortunés. Or, cette bougie de suif est composée de graisse animale, dégageant une épaisse fumée noire à l'odeur nauséabonde. Les gens ordinaires vivaient donc souvent dans l'obscurité. Hélas, oui. Mais avec mon illustre et regretté collègue Gay-Lussac, nous avons mené des travaux qui ont conduit à la fabrication de la bougie stéarique. Qui va remplacer la bonne vieille chandelle de suif. Bravo, professeur, vous avez révolutionné l'éclairage. Ah, je vous laisse en juger. Le temps nous le dira. L'avenir nous le dira. Professeur! Oh,
Pardon, je ne savais pas que vous aviez une classe. Eh bien, entrez, mon ami, entrez. Jeunes gens, Félix Tournachon, dit Nadar, l'homme qui a photographié les plus grands, Jules Verne, Victor Hugo, et qui a réalisé les premières photographies aériennes de Paris. Que puis-je pour vous, mon ami? Je voulais vous soumettre une idée que j'ai eue avec mon fils. Nous voulons innover en créant une sorte de reportage mélangeant photo et texte. Et nous cherchions un sujet pour inaugurer ce format. Et nous avons pensé qu'à l'occasion des cérémonies prévues pour le centenaire, vous seriez le candidat idéal. Oh, mais c'est un tel honneur! Mais quelle idée originale, du jamais vu! Mais installez-vous dans un coin. Quoi de mieux qu'une salle de classe pour commencer votre... Comment vous dites déjà? Un photoreportage. Un photoreportage. Eh bien, qu'est-ce que je disais, moi? De quoi parlions-nous? Où en étais-je? La sérendipité, professeur. Ah oui! Je voulais partager avec vous l'histoire de la famille Becquerel. Un brillant exemple de sérendipité. Tout commence avec Antoine César Becquerel, un passionné des phénomènes électriques qui inventa l'ancêtre de la pile d'aujourd'hui. Ah, bon sang de bois, Nadar! Vous voulez me tuer? Pardon, professeur, j'ai légèrement surdosé mes composants. Eh bien, dosez, Nadar, dosez! Bon, où en étais-je? Ah oui! Et c'est à Venise, ouais, c'est à Venise, figurez-vous, lors de son voyage de noces, qu'Antoine César a remarqué des organismes lumineux dans l'eau et que l'idée d'étudier la phosphorescence lui est venue. Et Eugène? Henri! Ah ben quand on parle de sérendipité, vous voilà! Comment ça? Nous étions sur la nuit de noces de votre aïeul. Diderot. Quoi? Non, ne vous inquiétez pas, nous étions sur un exemple de sérendipité. Qu'est-ce qui vous amène? Que puis-je faire pour vous? Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui avez dit à Marie de s'orienter sur l'hyperphosphorescence? Hein? C'est vous qui avez dit à la jeune Marie de s'orienter sur l'hyperphosphorescence? Mais tout n'est qu'évolution, mon cher Becquerel, tout n'est qu'évolution. Les jeunes pousses grandissent alors que les vieilles se fanent. Oh, ben notez ça, Diderot, ça plaira à Rousseau. Oui, mais tout de même, c'est mon domaine de recherche. Mais joignez-vous à nous, Henri. Nous en étions justement aux origines des études sur la phosphorescence. Et la nuit de noces de votre aïeul. Oui, Diderot, oui. Oui, Diderot. C'est donc lors de son voyage de noces, Henri, que votre grand-père a découvert des organismes lumineux dans l'eau, n'est-ce pas? Oui, oui, en effet. Il s'y intéressera avec mon père. Et ensemble, ils découvriront en parallèle l'effet photovoltaïque et la photographie couleur. Oh, bon sang de bois, Nadar! Pardon, professeur, mais j'ai cru à un appel de votre part. Je vous ferai signe, Nadar, d'accord? Un signe! Bon, où en étais-je? Fluorescence, professeur. Alors, fluorescence et phosphorescence sont des phénomènes physiques qui ont de tout temps passionné les Becquerel, n'est-ce pas? En effet. Vous savez, c'est une véritable histoire de famille. Mon grand-père, Antoine César Becquerel. Mon père, vous connaissez Edmond. Moi-même, et j'espère qu'un jour aussi mon fils, Jean. Vous savez, c'est le prolongement de cette passion familiale qui m'a poussé vers ma destinée. 3 générations de recherche, de découvertes, transmises de père en fils à la recherche de la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Moi, je dirais que c'est avant tout le bonheur de chercher, de trouver et d'accumuler des connaissances. Pardonnez-moi, professeur, quel est le rapport avec la sérendipité? Eh bien, Henri Becquerel. Oh, sans toi, Nadar! Pardon, professeur, mais j'y étais surpris. Henri, racontez-nous. Avec plaisir, Eugène. Venez, professeur. J'ai tout d'abord essayé de comprendre la phosphorescence des sels d'uranium. Et c'est Poincaré qui m'a conseillé de vérifier s'ils émettaient aussi des rayons X lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Je les ai alors exposés au soleil et placés sur une plaque photographique que j'avais pris soin de protéger. Et là, j'ai découvert avec stupeur que la plaque avait noirci à l'endroit des sels, les faisant apparaître en silhouette. Cette expérience avait réussi.
Mais ce n'est qu'en 1896 que je touche au but de ma vie. C'était donc des rayons X? Non, 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 Marie. Quand j'ai voulu refaire cette expérience, le 26 février, le temps était nuageux. J'ai réalisé qu'il n'y aurait pas assez de lumière, j'ai donc remis cette expérience à plus tard et rangé la plaque et les sels d'uranium dans un tiroir à l'abri de la lumière. Mais quand j'ai voulu reprendre cette expérience quelques jours plus tard, la plaque avait noirci, même dans l'obscurité. Je venais de découvrir ce que j'ai appelé l'activité radiante. Tous ces travaux qui se sont succédés pendant une 60aine d'années dans ce laboratoire formaient une chaîne qui, fatalement, quand l'heure serait propice, aboutirait à une seule et même chose. La radioactivité. Eh bien non, pas tout à fait, Paul. Ce n'est que lorsque je réussirai à purifier le radium et le polonium que nous pourrons réellement parler de radioactivité. À croire que cette jeune fille veut occuper ma chair. Eh bien oui, pourquoi pas? Mais ce serait une première dans le milieu des sciences. Et il va falloir l'accepter. Les choses évoluent. En sciences, en chimie, comme partout. Ok, je vais faire une petite pause. Le 6 novembre 1906, Marie Curie devint la première femme à la Sorbonne. Femme professeure à la Sorbonne. Elle remplacera son mari, Pierre Curie, tragiquement décédé dans un accident de fiacre. Mais c'est historique. Une femme qui enseigne à des hommes. Le journaliste, un peu taquin, écrira « En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. » On ne peut espérer construire un monde meilleur sans en changer les mentalités. Et je compte bien y contribuer. Eh mais, c'est tout le mal que je vous souhaite. L'histoire nous le dira. L'avenir nous le dira. Marie, je pense qu'il faut que nous mettions nos travaux en commun. Je pense que nous sommes à l'orée d'une très grande découverte. J'en serais plus que ravie. Mais voilà! Voilà ce que j'appelle un bel exemple de découverte conjointe! Laissez-moi vous présenter mon cher collègue et ami, Edmond. Comment vas-tu? Frémy. C'est lui qui a inauguré en 1872 l'école de chimie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Grâce à votre précieux soutien, mon cher Eugène. Mais vous étiez dans votre bureau depuis tout à l'heure? Oui, et je dois dire que ce que j'ai entendu me remplit de joie et d'espoir. Oh, c'est un honneur. J'ai mon été convaincu qu'il fallait organiser la formation des chimistes. Je voulais que les élèves, vous tous ici, ceux que j'aime appeler les volontaires de la science. Vous êtes une volontaire de la science, madame. Vous êtes un volontaire de la science, monsieur. Vous êtes aussi, Diderot, j'en suis sûr, sans aucun doute, un volontaire de la science. Moi? Vous êtes tous des volontaires de la science. Je voulais que vous puissiez bénéficier d'un enseignement gratuit, théorique, mais aussi et surtout parce que j'y suis très attaché, d'un enseignement expérimental. Merci. Cette salle a accueilli plus de 1400 élèves, dont quelques noms illustres. Ah, mais comme le petit Moisson, par exemple. Ah oui, élève un peu dissipé en classe, mais enfin, qui a tout de même obtenu un prix Nobel pour ses travaux sur le fluor. Et je ne vous oublie pas non plus, bien sûr, mon cher Henri. Vous voulez peut-être disposer de la salle? Non, Non. mais j'avais noté que je devais dispenser un cours sur les principes immédiats. Oh, mais c'est parfait. Ben, allez-y donc immédiatement. Oui. Voilà. Ce sont des substances isolées des animaux et des végétaux. Oui. D'ailleurs, Eugène, Oui. en suivant vos méthodes, Oui. je viens de terminer des travaux fort prometteurs sur l'acide palmitique, extrait de l'huile de palme, même si je me demande encore à quoi cela pourra bien servir. Ah ouais, j'ai bien une idée, hein, de l'huile de palme. Oui, Paul? Le scientifique n'est là que pour chercher et trouver. Les applications faites par l'industrie ne le regardent pas. Très juste, jeune homme, très juste, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Rabelais? Excellent, jeune homme, je vois que vous connaissez vos classiques. Sur quoi allez-vous travailler en ce moment, mon ami? Ma foi, notre industrie, l'horlogerie, la joaillerie, et j'en passe encore et des meilleurs, a besoin de rubis. Et je viens justement de réussir à en synthétiser. J'ai d'ailleurs promis à ma femme qu'elle porterait un collier de mes rubis pour les festivités de l'exposition universelle. Si j'ose dire, vous allez faire d'une pierre deux coups. Une pierre deux coups. C'est affligeant, Paul.
Mais c'est passionnant, Edmond, c'est passionnant, mais l'heure avance, hein, voyez, et je ne voudrais pas dépasser mon temps. On va encore dire que je parle trop. Mais ne vous inquiétez pas, mon cher ami, je vais trouver une autre salle. Hein. Ah, merci d'être passé, en tout cas. Mes amitiés à votre épouse. Eugène, est-ce que vous savez que le jeune Pasteur ose affirmer que la fermentation est due à des germes atmosphériques, alors que je suis convaincu que les ferments sont de véritables agents chimiques produits par l'organisme lui-même. Encore une polémique de notre époque. Un chimiste qui se prend pour un biologiste. Oh, décidément, on aura tout vu. Un chimiste qui se prend pour un biologiste. Gardez en tête, les enfants, que la recherche et la transmission des connaissances sont très importants. Reste à savoir ce que l'on fait de ces découvertes, qui les utilise et comment elles sont appliquées. Moi, je travaille pour la joie de découvrir. Excusez-moi, je suis perdu. Est-ce bien ici le cours du professeur Chevreul? Mais non, vous n'êtes pas perdu, mon cher ami, car comme le disait mon ami Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, cessez donc de philosopher, Diderot. D'accord. Monsieur, je ne crois pas vous connaître, vous êtes? Potier, Pierre Potier, directeur de recherche au CNRS et à un moment professeur ici au muséum. Nada. Ok. Alors, quel est votre domaine de recherche, professeur? La chimie des produits naturels, comme ceux qui composent cette superbe collection. Qu'est-ce que vous faites avec des produits naturels? Des médicaments. Alors comment vous est venue l'idée? Mais vous n'ignorez pas quand même que de tout temps, l'homme utilise son environnement pour tirer des remèdes pour se soigner. Et moi, c'est après le décès de ma femme, des suites d'un cancer, que j'ai décidé de réorienter toutes mes recherches vers la synthèse de molécules anticancéreuses à partir de plantes. Car pour moi, sans chimie, pas de médecine. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que la chimie est à la biologie ce que le solfège est à la musique. Oui, et puis vous voulez nous faire croire que la chimie n'a que des bons côtés, peut-être? Non, mais la chimie peut être bénéfique pour l'homme, tout comme le naturel peut lui être toxique. D'accord, vous les faites comment, ces médicaments? Eh bien, avec mon équipe, au laboratoire de Gif-sur-Yvette, nous avons commencé par tester l'effet de nombreuses plantes. Ah mais voilà, c'est là où je voulais en venir. Sauf le respect que je vous dois, bien sûr, mais ça a l'air d'être une tâche sans fin, c'est infini, c'est soumis au hasard, une sorte de pêche à la ligne, on est d'accord? Oui, enfin non, parce que la pêche peut être très bénéfique si on connaît les bons coins. Et je vais vous donner un exemple. L'if. L'if est connu pour être une plante toxique. Eh bien, des chercheurs américains l'ont analysé et ils ont trouvé dans son écorce une molécule anticancéreuse extrêmement efficace. Formidable, n'est-ce pas? Oui, mais non. Parce qu'en fait, il faut abattre au moins 10 arbres pour soigner un patient. Et en plus, le hibou tacheté, qui est une espèce protégée, en a fait son habitat. Ce que Dame Nature donne, l'homme prend à des raisons. Diderot. Le jeune homme a raison. Ah. Il nous fallait trouver une solution qui n'améliore pas la vie d'une espèce aux dépens d'une autre. Mais alors comment avez-vous fait? Ah. Eh bien nous avons étudié les aiguilles des ifs de Gif et nous avions pu isoler un composé que nous avons transformé chimiquement et nous avons pu préparer une molécule encore plus active que celle de l'écorce. Et du coup, plus besoin d'abattre des arbres. Et c'est devenu un médicament, le taxotère, un des anticancéreux les plus utilisés à travers le monde. C'est incroyable tout ce qu'on peut obtenir à partir d'une simple plante. Simple? Ah non, mais incroyable, oui. Mais c'est très intéressant, mon cher confrère. Mais malheureusement, mon cours est terminé. Vous devriez revenir à une autre séance. Ah bah, volontiers. Professeur, m'autorisez-vous à prendre un dernier cliché avec l'ensemble du groupe? Ah, mais certainement, mon ami, certainement. Henri, Marie, et Paul. Merci. Alors, hein, la chimie n'est-elle pas passionnante? Ah ouais, quand même. C'est bon, Nadar, c'est bon. Bon, allez, nous devons libérer la classe. D'autres brillants esprits comme les vôtres vont entrer. Et qui sait, peut-être parmi eux, parmi vous, un chercheur en devenir va rajouter une découverte dans ses vitrines.
Mais où allez-vous, professeur? Eh bien, figurez-vous que depuis quelque temps, je suis les travaux de cette tour de 300 mètres au Trocadéro, bâtie par Eiffel. Je peux venir avec vous? Oui, volontiers, mais prenons le fiacre, je sens que mes forces faiblissent. Sans trahir le secret, mon ami Gustave Eiffel, que j'ai d'ailleurs immortalisé, m'a dit que votre nom figurerait en lettres d'or parmi 72 autres savants sur la face nord du premier étage. Oh, mais quelle nouvelle merveilleuse! Oh, c'est un tel honneur! Ben, venez avec nous, Nadar! Il y aura sans doute des clichés à faire! Professeur! Professeur! Professeur!